Bienvenue à Détective éternel, où chaque conte recèle un secret qui attend d'être découvert. Ce soir, nous rejoignons Miss Marple dans le mystère de la carte de recette finale. Une recette que l'on croyait oubliée, une vie écourtée et une vérité cachée à la vue de tous. Écoutez-vous dans le calme de la nuit ou avec votre thé du matin. Dites-le nous dans les commentaires. Maintenant, allumez une bougie, installez-vous et laissez le mystère commencer. C'était un après-midi ensoleillé à St. Mary Mead, le genre d'après-midi où l'air semblait ne promettre rien d'autre que la paix. Les cloches de l'église venaient de terminer leur joyeux carillon, et un léger parfum de rose s'élevait du jardin du presbytère. À l'intérieur de la salle paroissiale, cependant, flottait un parfum différent, bien plus fort que celui des roses, car c'était le jour du concours tant attendu des recettes mémorisées de l'Institut des femmes. Des tables s'étendaient sur le parquet ciré, chacune soigneusement drapée de nappes blanches et chargée de plats censés refléter le meilleur de la cuisine villageoise. Les bagatelles tremblaient dans leurs bols, les gâteaux étaient couverts de glaçage, et un aspic plutôt inquiétant brillait sous la lumière, comme s'il mettait quiconque au défi de le goûter. Chaque entrée était accompagnée d'une fiche de recette manuscrite, et les dames de l'Institut se tenaient près de leur création, minières défensives, prêtes à répondre aux questions ou à échanger des compliments acerbes. Madame Dolly Bantry, rouge d'importance, se tenait fièrement à côté de son biscuit Victoria. Elle murmurait à qui voulait l'entendre qu'elle avait repris la recette originale de sa grand-mère, un véritable secret de famille Bantry transmis avec soin. Madame Price Ridley, grande et sévère, observait le biscuit de Dolly avec l'expression de quelqu'un qui jugeait une telle vantardise bien indigne d'un concours digne de ce nom. Elle avait préparé sa propre création, un gâteau aux fruits imbibés de cognac, et elle laissait déjà entendre haut et fort que la modération était une vertu totalement absente dans les foyers d'aujourd'hui. Au fond de la salle, Miss Marple était assise tranquillement, son sac à tricot posé à côté d'elle. Elle n'avait pas participé au concours, sa cuisine était plus pratique que voyante, mais elle avait accepté l'invitation de Dolly. De sa chaise, elle observait l'agitation de la salle, son regard doux notant les sourires crispés, les petites rivalités déguisées en courtoisie et les palpitations autour de la table des juges. Rares étaient ceux qui auraient imaginé que cette frêle dame aux cheveux blancs observait ses voisins avec la précision d'un naturaliste, observant des spécimens sous verre. Le clou de l'événement, comme chacun le savait, était l'évaluation des fiches de recettes. L'Institut avait décidé que chaque plat devait être accompagné d'une fiche soigneusement rédigée, détaillant les ingrédients et la méthode de préparation, qui serait conservée dans un livre de cuisine paroissiale après le concours. Tout cela semblait anodin, jusqu'à ce qu'un étrange incident survienne. Mademoiselle Hartnell, qui s'était chargée de ranger soigneusement les fiches de recettes, fronça soudain les sourcils en les feuilletant. « C'est étrange, » murmura-t-elle, bien que la moitié de la salle l'entendît. « Il devrait y avoir 31 fiches, et je n'en ai que 30. » Elle compta de nouveau, les lèvres pincées, puis déclara Madame Bantry, « Je ne vois pas la vôtre ici. »« Pas à moi, » s'exclama Dolly. « Mais c'est moi qui l'ai déposée ce matin. » Elle avait l'air troublée, fouillant parmi les gâteaux jusqu'à trouver sa génoise, toujours ornée de roses en sucre. Pourtant, devant elle, là où aurait dû se trouver la jolie carte, il n'y avait que la nappe nue. Eh bien, c'est vraiment étrange. Cette petite confusion aurait pu passer pour un simple papier égaré, mais elle fut bientôt suivie d'une autre découverte, bien plus troublante. Tandis que mademoiselle Hartnell continuait de trier les cartes restantes, elle laissa échapper un cri de surprise. Elle tenait à la main une fiche de recette tout à fait différente des autres. Ses bords étaient tachés, son écriture grasse et inhabituelle, et au lieu d'énumérer les ingrédients et les temps de cuisson, elle ne comportait que quelques lignes. La recette finale. Prendre une vie, mélanger avec malice et servir avec silence. Il y eut un silence dans la salle, comme si même les broutilles avaient cessé de trembler. Puis un rire nerveux retentit, vite étouffé. « Une blague » murmura le colonel Melchett, persuadé d'être présent comme juge invité. Pourtant, son ton trahissait un malaise, car le message, bien que rédigé comme une énigme, avait un ton glacial. Miss Marple se pencha légèrement en avant, les yeux plissés. Une plaisanterie, certes, mais désagréable. Et un tel désagrément, d'après son expérience, était rarement involontaire. L'excitation du concours s'estompa, remplacée par des spéculations chuchotées. Qui avait écrit la carte ? Comment avait-elle pu se glisser dans la pile sans que personne ne s'en aperçoive ? Madame Price Ridley déclara qu'il s'agissait d'une farce honteuse, accusant la jeune génération de manière générale. Dolly Bantry s'inquiéta à haute voix,
affirmant que c'était elle qui était visée, car n'était-ce pas sa carte qui manquait? D'autres scrutèrent la salle d'un regard perçant et soupçonneux, comme si le coupable pouvait être révélé par la seule culpabilité. Miss Marple ne se mêla pas au bavardage. Elle observa silencieusement les visages qui se présentaient à elle. Il y avait Madame Bantry, rouge et troublée, la main posée sur son éponge, comme pour la protéger. Madame Price Ridley, le menton haut, se délectant un peu du scandale, la jeune Édith. Swann, la femme de chambre du pasteur, se recroquevilla à l'arrière-plan, comme si elle espérait que personne ne la remarquerait. Et au fond, M. Jasper Harlow, le nouvel épicier du village, dont l'expression était inhabituellement sombre pour une si petite affaire. C'était, pensa Miss Marple, bien plus révélateur que la carte elle-même. L'affaire aurait pu se réduire à des ragots si l'instant d'après n'avait pas pris une tournure bien plus sombre. Au moment où le colonel Melchett s'éclaircissant la gorge pour rétablir l'ordre, Madame Bantry poussa un petit cri. Elle avait coupé son gâteau, avec l'intention d'en servir une part au juge malgré la recette manquante, lorsque le couteau heurta un objet dur. Elle le retira et, les doigts tremblants, retira du gâteau non pas un morceau de gâteau, mais un petit objet pointu, luisant de métal. C'était une épingle à chapeau, une longue et cruelle épingle à chapeau, enfoncée profondément dans le gâteau, comme si elle y était cachée exprès. La salle s'exclama. Le colonel Melchett prit aussitôt l'épingle, la brandissant avec un froncement de sourcils incrédule. « Ce n'est pas une plaisanterie, déclaratif. » Des murmures de stupeur emplirent l'air, certains affirmant qu'il s'agissait d'un accident, d'autres chuchotant de la malveillance. Dolly Bantry, pâle maintenant, s'agrippa au bras de Miss Marple. « Jane, murmura-t-elle, qu'est-ce que cela signifie, à votre avis ?» Miss Marple lui tapota doucement la main. Sa voix était calme, presque douce. « Ma chère Dolly, je crains que cela ne signifie pas du tout qu'il s'agit d'une farce. Je crains que quelqu'un, quelque part, ait opté pour une recette bien plus dangereuse que du gâteau éponge. C'est ainsi que la joyeuse réunion de l'Institut des femmes, censée célébrer la communauté et la cuisine, se transforme en une histoire bien plus sombre. Dans le paisible village de St. Mary Mead, une recette avait disparu, une menace avait été écrite et une arme avait été dissimulée à la vue de tous. Le mystère de la dernière fiche de recette commençait. La nouvelle de l'incident survenu lors de la réunion de l'Institut des femmes se répandit à St. Mary Mead à une vitesse étonnante. Dès le lendemain matin, pas une maison ni une boutique n'échappait aux spéculations. Le garçon boucher était porteur de plus de rumeurs que de colis de viande, et la postière se retrouva à livrer bien plus de confidences chuchotées que de lettres. Pour certains, l'épingle à chapeau découverte dans le gâteau éponge de Dolly Bantry n'était rien d'autre qu'une tentative de meurtre. Pour d'autres, une farce qui avait dégénéré. Pourtant, personne ne parvenait à oublier l'étrange fiche de recette, dont les mots inquiétants résonnèrent encore dans toutes les conversations. À l'auberge du Sanglier Bleu, où les hommes du coin se réunissaient pour une pinte avant le dîner, les conversations allèrent bon train. Monsieur Finch, le papetier, déclara qu'il s'agissait d'une plaisanterie enfantine, et laissa entendre d'un ton sombre qu'une des dames de l'Institut avait peut-être voulu embarrasser Madame Bantry, connue pour se vanter des recettes de sa grand-mère. De la jalousie, voilà ce que c'est, insista-t-il en tapant sur le bar pour insister. Un peu d'envie chez les femmes. Elles sont prêtes à tout, n'est-ce pas? Ses compagnons acquiescèrent, même si l'un ou l'autre se demande à voix haute si la jalousie pouvait expliquer le fait de placer délibérément une arme dans la nourriture. Pendant ce temps, dans les salons et jardins soignés du village, les femmes échangeaient leurs théories. Madame Price Ridley s'empressa d'exprimer son opinion qu'un comportement aussi scandaleux était sans aucun doute le résultat d'un laxisme moral moderne. Elle s'exprimait avec la satisfaction de quelqu'un dont les prédictions de déclin social s'étaient enfin avérées exactes. « Écoutez-moi bien, déclara-t-elle à Madame Hartnell, voilà ce qui se dégage des films, des cocktails et des romans frivoles. Cela encourage la violence, même dans des villages tranquilles comme le nôtre. Madame Hartnell, bien que d'accord sur le principe, estimait que l'aspic qu'elle avait laborieusement préparé méritait plus d'attention et ramena la conversation sur son triomphe culinaire. Au presbytère, Griselda Clément offrit du thé et du gâteau aux graines à deux de ses voisins pendant qu'ils décortiquaient l'incident. Elle était à la fois amusée et exaspérée par les ragots qui circulèrent dans son salon. « Franchement, dit-elle, s'il fallait cacher quelque chose dans une éponge, un shilling ou une bague aurait peut-être été plus approprié pour les puddings de Noël. Une épingle à chapeau semble de très mauvais goût.
Ses invités furent stupéfaits par sa légèreté, même si l'un d'eux ne put s'empêcher de rire. Malgré cela, sous les rires, un malaise se faisait sentir. Personne ne pouvait nier l'idée que quelqu'un à St. Mary Mead a eu de réelles intentions de nuire. Miss Marple, comme d'habitude, n'était pas la voix la plus forte dans ces échanges. Elle écoutait, ses aiguilleaux à tricoter cliquetant doucement, tandis que les ragots circulaient autour d'elle. Ces questions douces encouragèrent les gens à développer leurs soupçons sans s'en rendre compte. Elle remarqua que le nom de Madame Bantry revenait sans cesse, non seulement comme victime de la malice, mais aussi comme une personne dont la fierté pour son gâteau éponge irritait depuis longtemps ses rivales. L'orgueil, pensait Miss Marple, était une petite chose, mais elle pouvait engendrer des sentiments plus profonds. Pourtant, elle ne fait pas part de ses observations. Elle aurait le temps d'y revenir plus tard. Le colonel Melchett, à sa grande irritation, se retrouva mêlé à l'affaire plus profondément qu'il ne l'aurait souhaité. En tant que magistrat et figure d'autorité du comté, il était présent lors de la découverte de l'épingle à chapeau. Le gendarme avait été convoqué, et bien que Melchett ait soutenu qu'il s'agissait probablement d'une plaisanterie, il ne put empêcher la police locale d'enquêter. L'inspecteur Slack, toujours désireux de se faire un nom, avait déjà recueilli les déclarations de la moitié de l'Institut des femmes avant le dîner. Ces méthodes, brusques et plutôt maladroites, laissèrent les dames perplexes et indignées, ce qui attisa d'autant plus les spéculations villageoises. À l'épicerie, M. Jasper Harlow écoutait les ragots en silence, tout en pesant le sucre et en mesurant le thé. Il était récemment arrivé au village, et malgré ses efforts pour s'y faire une place, une certaine réserve subsistait à son égard parmi les résidents plus âgés. La découverte de son expression grave lors de l'incident n'était pas passée inaperçue. Madame Price Ridley, pour sa part, avait déjà murmuré que les étrangers amenaient des ennuis. M. Harlow, entendant sa remarque, ne manifesta aucun agacement, mais Miss Marple, présente à ce moment-là, remarqua le resserrement de sa main autour de la mesurette de sucre en papier. Un détail peut-être, mais qui méritait d'être rappelé. Quant à Dolly Bantry, elle reste profondément bouleversée. Bien qu'elle s'efforçait de faire bonne figure, racontant à son mari au petit déjeuner qu'elle avait ri de l'affaire, elle confia plus tard à Miss Marple qu'elle n'avait presque pas fermé l'œil. « Dire, s'exclama-t-elle, que j'aurais pu couper ce gâteau et le servir au juge. Et si le pauvre colonel Melchett l'avait avalé tout entier, il aurait pu être tué. » Miss Marple la calma par de douces paroles, bien qu'elle-même fût troublée. Un tel acte ne pouvait être considéré comme une simple malice. Une main délibérée avait placé cette épingle, et un esprit délibéré avait inscrit ces mots sinistres sur la fiche de recette. Tout au long de la journée, Edith Swan, la servante du presbytère, évitait toute conversation, baissant les yeux dès que le sujet était abordé. Elle était chargée de dresser les tables et de porter les plats, et certains suggèrent volontiers qu'elle avait peut-être égaré ou confondu les fiches de recettes. Sa timidité ne lui était d'aucune utilité, et des rumeurs commencèrent à circuler, affirmant qu'elle avait peu été négligente, voire pire. Miss Marple, cependant, observait attentivement la jeune fille, et pensait que son silence était moins dû à la culpabilité qu'à la peur. La vieille dame avait souvent constaté une telle peur chez les domestiques, qui avaient entendu plus qu'ils ne souhaitèrent savoir. Le soir venu, l'incident était si détaillé qu'il ressemblait à peine à la réalité. Certains disaient que Madame Bantry avait failli avaler l'épingle, d'autres que le gâteau avait été délibérément empoisonné. La fiche de recette, elle aussi, devenait de plus en plus menaçante à chaque récit, jusqu'à être décrite comme une menace directe pour la vie des dames de l'Institut. De telles exagérations étaient inévitables à St. Mary Mead, mais derrière elles se cachait la réalité tenace que quelqu'un s'était donné beaucoup de mal pour y glisser la fiche et l'épingle. Le mobile, qu'il s'agisse de méchanceté, de jalousie ou de quelque chose de plus sinistre, restait caché. Ce soir-là, Miss Marple était assise près du feu, son tricot sur les genoux, et méditait sur tout ce qu'elle avait entendu. Les gens en disaient souvent plus qu'ils ne le voulaient en bavardant, et elle avait glané quelques éclaircissements dans les bavardages de la journée. Elle songea, comme elle le faisait si souvent, que la nature humaine était la même au village qu'ailleurs, rivalité mesquine, jalousie, rancune cachée et soudain accès de malice. Le tout était de voir lequel de ces petits motifs pouvait se transformer en quelque chose de plus sombre. Elle murmura « Il ne faut jamais oublier que le mal est souvent tout à fait ordinaire à ses débuts. » Le lendemain matin promettait d'apporter de nouveaux développements, car l'inspecteur Slack avait prévu de se rendre à la maison des Bantry pour examiner le gâteau et la fiche de recette manquante.
Pendant ce temps, le village continuerait de spéculer, chaque habitant étant convaincu de sa propre théorie, et chacun révélant peut-être plus de lui-même qu'il ne le pensait. Et Miss Marple, avec son calme et sa patience, écoutait. L'inspecteur Slack arrive à Gossington Hall le lendemain matin, d'un pas décidé, son carnet en main et une lueur d'importance dans le regard. Il avait adopté une position ferme dès le début de cette affaire avec l'épingle à chapeau, et la fiche de recette constituait, selon lui, un cas évident de malveillance, peut-être teinté d'une pointe de jalousie. Il était déterminé à trouver un coupable rapidement, et si les preuves ne s'avéraient pas évidentes, il était plus que disposé à les présenter à sa satisfaction. Dolly Bantry, bien que ravie de la visite d'un inspecteur, était partagée entre son empressement à raconter chaque détail et son inquiétude face à la gravité de l'affaire. Elle fit entrer l'inspecteur Slack dans le salon, où le gâteau éponge n'était plus qu'une triste moitié posée sur un plateau d'argent. L'épingle à chapeau, soigneusement essuyée, gisait à côté. Madame Bantry s'agitait nerveusement. « C'était mon meilleur gâteau éponge, inspecteur. Imaginez mon émotion lorsque je l'ai coupé et que j'ai découvert cette chose horrible. » Sa voix tremblait, et la carte aussi, avec ces mots horribles. Slack ferma son compte, hochant vivement la tête et l'interrompant souvent par des questions. « Tu es sûr d'avoir posé ta fiche de recette toi-même » demanda-t-il. « Tout à fait sûr » déclara Dolly. « Je me souviens l'avoir posée juste à côté de l'éponge et l'avoir laissée contre le tissu pour éviter qu'elle ne se recourbe. »« N'importe qui aurait pu le prendre » marmonna Slack en prenant des notes. « Ou le remplacer par celui que tu as trouvé. » Il marque une pause, la regardant avec attention. « T'étais-tu disputé récemment avec quelqu'un de l'Institut? Des rivalités dignes d'être mentionnées ?» Dolly parut scandalisée. « Certainement pas. » Cependant, ajouta-t-elle au bout d'un moment, Madame Price Ridley a toujours été assez cinglante à propos de mes pâtisseries. Mais ce ne sont que des mots, inspecteur, rien qui ne vous fasse incliner devant des épingles à chapeau. À ce moment-là, Miss Marple entra discrètement, invitée par Dolly à s'asseoir à ses côtés pendant l'interrogatoire. Elle salua l'inspecteur avec sa politesse habituelle et s'assit, tricotant déjà à la main. Slack lui adressa un bref signe de tête, la considérant comme une vieille fille inoffensive. Il se tourna vers Dolly, convaincu qu'il n'y avait plus rien à gagner, et referma son carnet d'un claquement sec. « Je vais parler à la femme de chambre » annonça Slack. « Elle a fait des allers-retours dans le couloir toute la matinée. Si les cartes ont été trafiquées, c'est probablement elle qui l'a remarqué ou qui l'a fait. » Edith Swan est amenée, pâle et les yeux écarquillés. Elle se tordait les mains dans son tablier en essayant de répondre aux questions de l'inspecteur. Oui, elle avait disposé les tables. Oui, elle avait placé les plats là où les dames l'avaient indiqué. Non, elle n'avait pas touché aux fiches de recettes, si ce n'est pour en redresser une ou deux qui avaient glissé. Elle n'avait vu personne prendre ou ajouter une fiche. Et non, elle ne s'était pas approchée de l'éponge de Madame Bantry une fois posée. Slack la regarda d'un air sévère. « Tu en es sûr? Tu n'étais pas tenté de jeter un œil? Pour copier une recette, peut-être ?» Edith secoua la tête avec véhémence, au bord des larmes. « Oh non, monsieur, jamais. Je voulais seulement faire mon devoir. » Miss Marple, qui observait silencieusement les mains tremblantes de la jeune fille, parla doucement. « Tu avais peur hier, Edith. Je l'ai bien vu. Non pas parce que tu avais fait quelque chose de mal, mais parce que tu pensais être blâmée. On ressent souvent cela quand quelque chose de malheureux arrive près d'eux. » Les yeux d'Edith se remplirent de larmes et elle murmura « Je n'ai rien fait, madame. »« Vraiment ?» Slack grogna, peu convaincu, et la congédia d'un signe de la main. « On verra bien ce que les autres en diront. À Miss Marple, fit-il remarquer. Les domestiques sont souvent plus impliqués qu'ils ne veulent l'admettre. Une opportunité, voyez-vous. » Miss Marple sourit faiblement. L'opportunité, certes, mais il faut aussi tenir compte du caractère. Ceux qui en ont l'opportunité n'en ont pas tous l'envie. Slack n'insista pas. Il passe à l'entretien. Madame Price Ridley se montre plus que ravie de partager ses soupçons. Elle déclara que la tendance de Dolly Bantry à rechercher l'attention ne pouvait qu'attirer les ennuis. Peut-être, laissa-t-elle entendre, Dolly avait elle-même tout manigancé pour que son gâteau se démarque. Slack fronça les sourcils, considérant cela avec un sérieux surprenant. Une fausse alerte pour attirer la sympathie, hein? Des choses plus étranges se sont déjà produites. Il prit note, mais Miss Marple secoua doucement la tête. À l'épicerie, Jasper Harlow reçoit l'inspecteur avec une courtoisie guindée. Il admet avoir été présent dans le hall, mais nie avoir eu connaissance de la carte ou du code PIN. Slack insista sur son sérieux. Plusieurs témoins ont dit que vous aviez l'air sombre comme un gibet pendant le tumulte. Pourquoi? Harlow serra les lèvres. Parce que je déteste les bêtises, inspecteur. Et c'est bien ce que j'ai cru sur le moment une bêtise.
J'avais espéré que la vie au village serait exempte de telles absurdités. Slack le regarda avec suspicion. « Tu es nouveau ici. Pas d'ennemis, pas de dettes, rien qui puisse te donner envie de faire du grabuge ?» L'expression d'Harlow se durcit. « Non, inspecteur, je reste discret et je sers mes clients. Si quelqu'un prétend le contraire, il se trompe. » Miss Marple, qui avait choisi d'acheter une livre de farine pendant l'interrogatoire, restait là, l'air distrait, les yeux rivés sur la balance. Elle remarqua le léger tremblement des mains de M. Harlow, tandis qu'il mesurait, et la façon dont son regard se tournait vers la porte, comme s'il souhaitait s'échapper. Elle range discrètement cette observation. Dans l'après-midi, Slack sentit qu'il avait accompli une tâche considérable. Il disposait de 3 fils pour harceler la servante et sa proximité avec les cartes, Madame Bantry elle-même et son possible besoin d'attention, et l'épicier et sa réserve d'étrangers. Il retourne au poste, convaincu que l'affaire sera bientôt éclaircie. Miss Marple, rentrant chez elle en passant devant le cimetière, réfléchit différemment. Les ragots et les interrogatoires officiels avaient suscité de nombreuses réactions, mais aucune ne lui semblait vraie. L'épingle à chapeau n'était pas l'œuvre d'un farceur imprudent, ni la fiche de recette l'invention d'un plaisantin. Non, pense-t-elle, c'étaient des actes délibérés, avec un but derrière eux, et si le but existait, le danger aussi. Elle murmura. C'est dans les petites choses, les paroles inconsidérées, les mains tremblantes que la vérité commence à éclater. Le soir tomba sur St. Mary Mead, calme et pittoresque comme toujours. Les rideaux étaient tirés, les lampes allumées, et pourtant, sous cette surface calme, le village était agité. Un sentiment de malaise persistait, comme si la sécurité ordinaire de la vie quotidienne avait été légèrement altérée. Ce ne serait pas la dernière fois qu'un tel malaise se ferait sentir, car Miss Marple savait, même si elle ne le disait pas encore à voix haute, qu'un problème plus profond se cachait, attendant d'être découvert. Le lendemain, l'inspecteur Slack était parvenu à une conclusion qu'il considérait comme satisfaisante. Au petit déjeuner au commissariat, il annonce à son agent que toute l'affaire désignait clairement Edith Swan, la servante du presbytère. Elle avait fait des allers-retours dans le hall, manipulé les cartes, et avait eu toutes les occasions de glisser la fausse carte dans la pile ou de dissimuler l'épingle à chapeau dans l'éponge. Une servante timide, se disait Slack, nourrissait souvent du ressentiment envers ses supérieurs. Peut-être Edith, lassée des mots acerbes et des tâches interminables, avait-elle décidé de faire une scène. Les soupçons de l'inspecteur se répandirent rapidement. En milieu de matinée, la boucherie racontait déjà aux clients que la pauvre Edith avait été pratiquement prise en flagrant délit. Au bureau de poste, Madame Price Ridley déclara avoir toujours pensé que la jeune fille elle était peu fiable, et Madame Hartnell reconnut que sa nervosité était des plus suspectes. Ce n'était qu'une question de temps avant qu'Edith ne soit ouvertement accusée de l'avoir fait. Au presbytère, Edith elle-même était pâle et désemparée. Elle vaquait à ses occupations en silence, sursautant à chaque sonnette. Griselda Clément tenta de la réconforter, mais la jeune fille se contenta de secouer la tête d'un air misérable. « Ils ne me croiront jamais, madame, murmura-t-elle. Pas une fois qu'ils auront pris leur décision. Léonard Clément, le vicaire, parle plus sévèrement. La vérité finit par éclater, Edith. Si tu n'as rien à cacher, tiens bon. » Mais ces paroles n'étaient guère rassurantes. Les ragots étaient une force puissante à St. Mary Mead, et Edith les sentait peser sur elle comme un poids. Miss Marple, qui était passée apporter des pansements à Griselda, observa la jeune fille avec attention. La peur d'Edith, pensait-elle, n'était pas celle de la culpabilité, mais celle d'être accusée à tort. Miss Marple avait déjà vu à maintes reprises avec quelle facilité un innocent pouvait être écrasé par le soupçon. La nature humaine, songea-elle, est souvent prompte à croire au pire, surtout lorsqu'il s'agit des personnes de condition modeste. Elle adressa un sourire bienveillant à Edith et lui parla doucement. « Ne vous inquiétez pas trop, ma chère. L'innocence a toujours une façon de se révéler, à condition d'attendre suffisamment longtemps. » Pendant ce temps, Dolly Bantry était furieuse à l'idée qu'Edith puisse être accusée. Elle fait irruption dans la maison de Miss Marple cet après-midi-là, débordante d'indignation. Cette enfant? Quelle idée! Elle ne ferait pas de mal à une mouche. C'est parfaitement ridicule, Jane, et je l'ai dit au colonel Melchett. Mais il haussa les épaules et dit qu'il fallait laisser Slack prendre sa tête. Lui laisser sa tête. Vraiment, il nous mettra tous au banc des accusés d'ici peu. Dolly se laissa tomber sur une chaise et soupira. Et dire que tout a commencé par un gâteau. Un gâteau, Jane. Miss Marple servit du thé à son amie, d'un air calme et imperturbable. C'est souvent dans les plus petites choses, Dolly, que naissent les plus grandes mésaventures. Un gâteau, une carte, un sou,
Tout cela peut déclencher une tragédie, si on le veut. Dolly frissonna, remuant son thé avec une vigueur inutile. Mais quelle raison pourrait-on avoir? Je ne vois pas. La question était posée dans tout le village. Les mobiles étaient aussi faciles à trouver que les ragots. Certains disaient qu'Edith avait été offensée par Madame Bantry. D'autres murmuraient qu'elle avait jeté un coup d'œil furtif à M. Harlow, l'épicier, et que la jalousie était peut-être à l'origine de tout cela. Quelques-uns, plus audacieux, suggérèrent même que Dolly elle-même avait orchestré cette scène pour attirer l'attention. Mais la plupart se contentèrent d'Edith. Elle était, après tout, l'explication la plus simple, et à St. Mary Mead, une explication simple suffisait souvent. L'inspecteur Slack était plus que disposé à l'accepter. Il retourna au presbytère, interrogeant Edith d'un ton sec et griffonnant des notes dans son carnet. Edith bégayait et pleurait, ce qui ne fit qu'accroître sa certitude. Lorsque Griselda protesta que la jeune fille avait été victime de brimade, Slack rétorqua que la fermeté était de mise lorsque la vérité était en jeu. Léonard Clément en appela au colonel Melchett, mais celui-ci se contenta de hausser les épaules, affirmant que Slack devait être autorisé à suivre les preuves. « Elles tiendront ou non, dit-il gravement, et si la jeune fille est innocente, elle n'aura rien à craindre. » Pourtant, son regard trahissait un certain malaise, car lui aussi ressentait la gravité de l'affaire. Pendant tout ce temps, Miss Marple observait. Elle écoutait ce qui se disait et, plus important encore, ce qui ne se disait pas. Elle remarqua qu'Edith, malgré ses larmes, ne se contredit jamais. Elle remarqua que Dolly Bantry, malgré ses fanfaronnades, évitait d'évoquer certaines rivalités au sein de l'Institut. Et elle remarqua que M. Harlow, bien que rarement impliqué dans les commérages, semblait de plus en plus mal à l'aise dès que le sujet était abordé. Ce n'était que des détails, mais Miss Marple y croyait. C'étaient les fils conducteurs d'où émergeaient des schémas plus vastes. Tard ce soir-là, assise près de son foyer avec son tricot, Miss Marple réfléchissait au raisonnement de l'inspecteur. Slack était convaincu car Edith était timide, craintive et proche des lieux. Mais la timidité n'était pas de la malice. La peur n'était pas de la culpabilité. Miss Marple savait, pour avoir observé ses voisins pendant de longues années, que la véritable culpabilité se cachait souvent derrière un masque d'assurance. Sereine. L'accusateur bruyant, le négationniste assuré, ceux-là étaient parfois ceux qu'il fallait le plus surveiller. Ses pensées furent interrompues par Dolly Bantry, revenue une fois de plus, incapable de contenir son agitation. « Jane » s'exclama-t-elle, « je suis certaine que ce n'était pas Edith. Mais si ce n'est pas Edith, alors qui? Et pourquoi en arriver là? Une épingle à chapeau n'est pas une bagatelle. C'est pointu, dangereux et fait pour blesser. Et cet horrible Cardwell, il me glace encore aujourd'hui. » Miss Marple regarda son amie avec une compassion discrète. « Il arrive souvent, Dolly, que le mal se manifeste de manière insignifiante avant de frapper sérieusement. La carte n'était pas une blague, et l'épingle n'était pas un hasard. Quelqu'un voulait faire passer un message, et nous devrons attendre de voir ce que ce message signifie réellement. » Dolly frissonna. « Tu donnes l'impression que le pire est à venir. » Miss Marple ne répondit pas directement. Elle se contenta de plier son tricot, le posa sur ses genoux et contempla pensivement le feu. Les flammes vacillaient et dansaient, projetant des ombres sur les murs. Dans ces ombres changeantes, elle sembla apercevoir les contours de la folie humaine, de la jalousie, de l'orgueil et du ressentiment, tous tissés ensemble en un motif encore flou, mais aux contours menaçants. Dehors, le village s'installe dans son calme nocturne, les lampes luisant doucement aux fenêtres des chaumières. Mais sous ce calme apparent, un malaise persistait. Edith Swan était peut-être la suspecte évidente, mais Miss Marple savait pertinemment que la nature humaine suivait rarement les sentiers battus. Et quelque part à St. Mary Mead, quelqu'un gardait un dangereux secret, attendant le bon moment pour agir à nouveau. Le lendemain matin, l'aube était claire et nette. Le son des cloches de l'église résonnait doucement dans St. Mary Mead. L'air paisible dissimulait l'inquiétude qui continuait de se répandre parmi les villageois. La certitude de l'inspecteur Slack concernant Edith Swan n'avait pas fait taire les langues, au contraire, elle les avait aiguisées. À la boulangerie, les clients se penchèrent par-dessus le comptoir pour échanger des remarques chuchotées sur les prétendues bêtises de la bonne. Et à la poste, on entendit Madame Price Ridley déclarer que la jeune fille devait être renvoyée immédiatement. Pourtant, sous ce brouhaha de spéculation, certains détails ne collaient pas aussi bien que l'inspecteur le prétendait. Miss Marple, marchant lentement dans la rue principale avec son panier à provisions,
s'arrêta pour saluer M. Harlow chez l'épicier. Il avait l'air aussi sévère que d'habitude, malgré une légère lassitude dans le regard. « Une matinée tranquille, M. Harlow » demanda-t-elle aimablement. Miss Marple, aussi calme qu'on puisse l'espérer, répondit d'une voix sans conviction. Ses mains tâtonnèrent d'eau légèrement tandis qu'il mesurait son thé. Miss Marple fit une remarque sur le prix du sucre, et il hocha la tête distraitement, comme si ses pensées étaient ailleurs. Elle remarqua le tremblement de ses doigts, son regard baissé, et rangea ce souvenir. Ce fut plus tard dans la journée, alors qu'elle était assise dans sa chaumière à trier des raccommodages, que Miss Marple remarqua quelque chose d'étrange. Dolly Bantry lui avait envoyé un panier rempli d'objets ménagers, insistant pour que Miss Marple, avec son talent pour la propreté, prenne plaisir à les remettre en ordre. Parmi l'assortiment de boutons, de chutes de dentelle et de fiches de recettes, des préparations de l'Institut Miss Marple trouva un petit bout de papier plié en deux. Elle l'ouvrit et vit qu'il s'agissait d'un fragment arraché au coin d'une fiche de recette avec la moitié du mot beurre encore lisible. À première vue, une telle découverte pourrait paraître anodine, mais Miss Marple, avec son habitude de voir l'importance là où les autres n'en voyaient pas, remarqua immédiatement que la recette de Dolly préparait un biscuit Victoria, dont le premier ingrédient était le beurre. La carte manquante avait entièrement disparu, mais un fragment suggérait qu'elle n'avait pas été emportée entière. Quelqu'un, semblait-il, l'avait déchirée délibérément. Mais pourquoi? Pour détruire des preuves ou pour dissimuler une écriture qui aurait pu trahir? Miss Marple mit soigneusement le fragment de côté, sachant qu'il valait mieux ne pas trop en faire pour l'instant. Elle pensa à Edith, accusée d'avoir falsifié les cartes. Si Edith avait vraiment volé la carte de recette de Madame Bantry, l'aurait-elle déchirée en morceaux et en aurait-elle laissé traîner une autre? Miss Marple estimait bien plus probable que la main négligente appartenait à quelqu'un qui se croyait à l'abri de tout soupçon. Cet après-midi-là, l'inspecteur Slack rendit visite à Dolly Bantry, déterminé à recueillir ce qu'il qualifia d'ultime confirmation. Mademoiselle Marple, déjà présente avec son tricot, écouta Dolly répéter son récit avec une certaine exaspération. Slack la questionna une fois de plus au sujet de ses rivales. « Allons, Madame Bantry, un gâteau ne se mérite pas une épingle à chapeau tout seul. Qui aurait pu vous détester au point de faire des bêtises? Pourquoi? Oh, inspecteur, je ne sais pas. On est toujours jaloux des recettes des autres. Mais ce n'est pas un motif de violence, déclara Dolly. Si quelqu'un a touché à mon éponge, ce n'était pas seulement par jalousie. Miss Marple s'éclaircit doucement la gorge. Il est curieux, inspecteur, que la carte de Madame Bantry ait entièrement disparu. Vous vous souvenez qu'elle avait disparu lorsque l'étrange carte a été retrouvée. Pourtant, ce matin, j'ai découvert un petit morceau de carte déchiré. Je n'en suis pas certain, bien sûr, mais il ressemble beaucoup au papier utilisé par l'Institut. Slack fronça les sourcils. Et où était-ce, alors? Dans un panier rempli de bric-à-brac que Madame Bantry lui avait envoyé. On pourrait croire qu'il a été oublié dans la précipitation. Il contenait un fragment du mot beurre, qui correspondait parfaitement à sa recette. Cela suggère, n'est-ce pas, que la carte manquante a été détruite plutôt que égarée. Slack griffonna dans son carnet, mais le repoussa d'un haussement d'épaule. Ça aurait pu être soufflé. Ça aurait pu être laissé tomber. Ça ne prouve rien. Miss Marple se contenta de sourire, ses aiguilles cliquetant sans cesse. Peut-être pas, inspecteur, mais parfois ce sont les plus petits détails qui révèlent la situation dans son ensemble. Une fois Slack parti, Dolly se pencha vers elle. « Jane, crois-tu vraiment que la carte était déchirée? Et si oui, pourquoi ?» Miss Marple répondit avec une fermeté tranquille. « Car l'écriture aurait pu être reconnue. Une recette écrite de sa propre main est aussi révélatrice qu'une lettre. Quelqu'un, Dolly, ne souhaitait pas que cette reconnaissance se produise. » La conversation pesait lourdement sur Dolly, mais pour Miss Marple, c'était un fil conducteur qui s'ajoutait à sa longue série d'observations. Elle songea à la façon dont les gens surveillent leur écriture, à la prudence avec laquelle ils se montraient lorsque des secrets pouvaient être révélés à l'encre. Elle repensa aux larmes et aux mains tremblantes d'Edith, qui n'avaient trahi aucune tromperie, et à l'attitude nerveuse de M. Harlow, qui semblait plus qu'un simple malaise face aux ragots du village. Ce soir-là, elle se rendit au presbytère sous prétexte d'apporter à Griselda des boutures de son jardin. Edith ouvrit la porte, les yeux encore rougis par les larmes. Miss Marple lui parla gentiment, remarquant le temps et les roses, jusqu'à ce que la jeune fille paraisse plus calme. Puis, avec une apparente désinvolture, Miss Marple demanda « Dites-moi, Edith,
Avez-vous vu quelqu'un écrire ou modifier sa carte à l'Institut? Parfois, dans l'agitation des préparatifs, on oublie ce genre de choses. Edith hésita. J'ai bien vu M. Harlow penché sur la table, madame. Je pensais qu'il vérifiait simplement ses colis, mais maintenant je me pose des questions. Il avait une carte à la main et écrivait quelque chose. Mais je portais un plateau et je ne me suis pas arrêté. Miss Marple hocha doucement la tête. C'est très utile, ma chère. Parfois, c'est en remarquant ce que les autres rejettent que l'on découvre la vérité. Elle quitte le presbytère pensive, le fragment de carte et le souvenir d'Edith s'alignant dans son esprit. Il était encore trop tôt pour tirer des conclusions, mais une image commençait à se dessiner. Quelqu'un n'avait pas simplement joué un tour. Quelqu'un avait détruit la carte de Dolly, l'avait remplacée par une carte menaçante et avait dissimulé une arme dans le gâteau. Et le simple fait d'écrire, aussi insignifiant soit-il, risquait de les trahir. Alors que Miss Marple rentrait à son cottage, les ombres du soir s'allongeaient sur les ruelles de St. Mary Mead. Le village paraissait plus paisible que jamais, mais sous ce calme apparent, une vérité plus sombre se dessinait. Elle murmura doucement. La nature humaine finit toujours par s'éteindre. C'est toujours le cas, si on lui en donne l'occasion. À mesure que la semaine avançait, l'ordre paisible de St. Mary Mead commençait à vaciller sous le poids de la suspicion. Le fragment déchiré de la fiche de recette de Dolly Bantry, bien que rejeté par l'inspecteur Slack, avait perturbé ceux qui en entendaient les rumeurs. Au salon de thé et à la poste, les spéculations s'intensifient et les ragots portent désormais le ton de l'accusation. Les voisins, qui autrefois échangeaient aimablement un signe de tête par-dessus les haies, échangeaient maintenant des regards teintés de méfiance. Le village, à sa manière, commençait à se fracturer. À l'auberge du Sanglier Bleu, la conversation s'échauffa. M. Finch, le papetier, éleva la voix pour couvrir le fracas des tasses. « Remarquez, ce n'est pas la femme de chambre. Edith Swann ne pourrait même pas écrire un mot menaçant. Non, c'est quelqu'un qui a plus à perdre. Quelqu'un qui pensait que l'éponge de Dolly Bantry lui barrait la route. » Il lança un regard appuyé à Madame Price Ridley, qui s'était arrêtée en rentrant de chez la couturière. Elle se raidit aussitôt, déclarant haut et fort que son gâteau aux fruits n'avait pas besoin de telles ruses pour triompher. Pourtant, le rouge sur ses joues trahissait la profondeur de la remarque. Plus tard, dans l'après-midi, dans le jardin du presbytère, Griselda Clément et Dolly Bantry marchaient ensemble parmi les rosiers, leur voix portant plus fort qu'elle ne le pensait. « Elle est si pompeuse !» s'exclama Dolly, toujours à parler de vertu et de modération, tout en fusillant mon éponge du regard comme si c'était un péché. Si quelqu'un avait une raison de faire des bêtises, c'était bien elle. Griselda, moins encline aux accusations directes, ne put s'empêcher d'admettre que la langue acérée de Madame Price Ridley allait souvent plus loin qu'elle ne le devrait. Les mots s'échappèrent à travers la haie, où Edith Swann, agenouillée dans la terre avec son panier de mauvaises herbes, les entendit et se mordit la lèvre. Elle ressentit à nouveau la pression d'être suspecte, et se demanda avec tristesse si même les dames qu'elle servait la croyaient incoupable. Pendant ce temps, M. Jasper Harlow se retrouve sous une surveillance croissante. C'était un étranger, et à St. Mary Mead, on ne faisait jamais entièrement confiance aux étrangers. Les clients s'attardent trop longtemps à son comptoir, posant des questions apparemment innocentes sur son passé. Où avait-on vécu auparavant? Avait-il de la famille? Pourquoi avait-il choisi un village aussi tranquille? Pour son commerce? M. Harlow répondait poliment, mais sa réserve ne faisait qu'augmenter la curiosité. Lorsqu'un villageois fait remarquer l'avoir vu écrire à la table du concours, la rumeur se répandit comme une traînée de poudre. Bientôt, on raconta que l'épicier avait été vu en train de modifier une carte, peut-être même en train de composer le terrible message lui-même. Les confrontations s'ensuivirent rapidement. Un matin, Madame Price Ridley le coinça devant l'épicerie, d'une voix aiguë. « À mon avis, Monsieur Harlow, vous avez apporté avec vous des astuces londoniennes. J'imagine que vous avez pensé nous montrer à tous les méfaits qu'on peut faire avec de l'encre et du papier. » Le visage de M. Harlow s'assombrit et il répond sèchement. « Madame, je n'apprécie guère ces insinuations. Je suis venu ici pour gagner honnêtement ma vie. Si je voulais faire scandale, je ne choisirais pas une génoise de village pour commencer. » Il tourna les talons et entra, mais les villageois qui avaient entendu l'échange se saluèrent de mutuellement. Son indignation, disaient-ils, était la preuve suffisante qu'il avait quelque chose à cacher. L'inspecteur Slack, apprenant ces querelles, n'hésite pas à en profiter. Il convoqua M. Harlow pour l'interroger, l'interrogeant sur ses activités le jour de la compétition. Harlow admit avoir pris des notes, mais insista sur le fait qu'il s'agissait de commandes de marchandises.
rien de plus. Slack exigea de voir le carnet, mais Harlow, troublé, déclara qu'il avait été égaré depuis. Pour Slack, c'était une confirmation suffisante. Une histoire plausible, déclarative. Les carnets ne s'en vont pas tout seuls. Vous l'avez détruit parce qu'ils contenaient des preuves. Ses yeux brillaient de triomphe. Pour lui, l'affaire était presque close. Pourtant, Miss Marple, assise tranquillement dans un coin de la pièce, pensait autrement. Elle avait observé les poings crispés de M. Harlow, la façon dont sa voix s'aiguisait lorsqu'il était accusé, et elle avait perçu non pas l'assurance de la culpabilité, mais la lassitude d'un homme poursuivi par le soupçon. Elle ne dit rien, mais son esprit explore les possibilités. Pourquoi avait-il vraiment écrit? Et que souhaitait-il si désespérément caché, sinon une fiche de recette? Un autre secret refit surface le même jour lorsque Dolly Bantry, incapable de se retenir, confronta Madame Price Ridley lors de la réunion du comité de l'Institut. « C'est bien beau de parler de morale, dit Dolly sèchement, mais on ne peut ignorer que vous aviez à la fois le mobile et l'occasion de toucher à mon éponge. Vous étiez à table plus d'une fois, et vous m'avez regardé d'un air étrange lorsque la carte fut retrouvée. » Des exclamations s'élevèrent parmi les dames présentes, savourant le spectacle de deux rivales en pleine querelle. Madame Price Ridley, le visage rouge, rétorqua « Tu te flattes, Dolly. Si quelqu'un a voulu te réduire au « silence », c'était à cause de tes fanfaronnades incessantes, pas de ton éponge. Et n'oublions pas que c'est toi qui as le plus profité du scandale. On parle encore de toi. La réunion se transforme en chamaillerie. Les accusations fusent à tout va. Miss Marple, venue avec son sac à tricot comme toujours, écouta sans commentaire. Elle observa chaque femme s'exprimer non seulement avec indignation, mais aussi avec la crainte d'être jugée coupable. Et c'était dans cette peur, elle le savait, que les vérités s'échappaient spontanément. Ce soir-là, tandis que les lampes brillaient dans son salon douillet, Miss Marple repensa à ce qu'elle avait vu. Le village se révélait morceau par morceau, chaque dispute révélant de vieux ressentiments et des affronts longtemps enfouis. La carte déchirée, le carnet disparu, les mots furieux prononcés devant le comité étaient les fragments d'un puzzle encore incomplet. Mais elle était certaine d'une chose, le crime n'était pas né d'une bêtise enfantine. C'était l'expression de quelque chose de plus sombre, ancré dans l'orgueil, la rivalité et peut-être un secret encore à découvrir. Elle murmura doucement. Quand les esprits s'échauffent, les masques tombent. C'est alors qu'il faut regarder de plus près. Et avec cette pensée, elle retourna à son tricot, tissant silencieusement les fils de la nature humaine, selon un modèle que les autres ne parvinrent pas à voir. Les querelles des dames de l'Institut auraient pu divertir le village pendant des semaines, si les événements n'avaient pas pris une tournure bien plus grave. Malgré tous les murmures et les accusations, la plupart des gens croyant encore qu'il ne s'agissait que d'une simple malice, peut-être une farce cruelle, mais sans réel danger. Cette croyance prit fin brutalement par un jeudi matin humide, lorsque l'ordre paisible de Sainte-Marie Mead fut une fois de plus ébranlé. Ce fut Madame Hartnell qui la trouva. Elle était allée tôt à la salle paroissiale chercher un panier de confitures oubliées, murmurant à propos du désordre des autres. Mais lorsqu'elle poussa la porte, les murmures cessèrent. Là, près de la table où se trouvaient autrefois les gâteaux du concours, gisait la silhouette d'Edith Swann. Le tablier de la servante était froissé, son visage pâle, et à côté d'elle se trouvait une tasse de thé renversée qui exhalait encore une légère odeur d'amande. Madame Hartnell hurla et laissa tomber son panier, et en quelques minutes, la salle se remplit de gens attirés par le tumulte. Edith fut portée sur une chaise, mais elle resta inconsciente. Le docteur Haydock fut immédiatement appelé, arrivant avec son sac noir et son air brusque. Un examen rapide confirma ce que beaucoup soupçonnaient déjà un empoisonnement. De l'acide prussique, devrais-je dire, murmura-t-il d'un ton sombre, ou quelque chose d'approchant. L'odeur d'amande est indéniable. Elle lui a échappé belle. Il lui administra un antidote avec une efficacité fulgurante, mais son visage était grave. Encore une demi-heure, et elle n'aurait peut-être pas survécu. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Du poison dans la salle paroissiale, un poison visant précisément la jeune fille que l'inspecteur Slack avait tant voulu accuser. À l'arrivée du colonel Melchett, le village bruissait de théories, toutes plus dramatiques les unes que les autres. Certains affirmaient que c'était la conscience coupable d'Edith, qu'elle avait tenté de se suicider plutôt que d'être exposée. D'autres insistaient sur le fait que cela prouvait son innocence, car pourquoi un coupable tenterait-il une telle chose? D'autres murmuraient encore que le véritable criminel avait tenté de la réduire au silence avant qu'elle puisse parler.
L'inspecteur Slack, le visage rouge et troublé, voit sa théorie s'effondrer. Il interrogea Edith lorsqu'elle se fut suffisamment remise pour murmurer, bien que sa voix fût faible. Elle affirme ne pas avoir versé le thé elle-même. La tasse attendait sur la table lorsqu'elle entra, encore chaude, et elle en avait bu une gorgée sans réfléchir. Slack grommela que les domestiques étaient négligents. Mais même lui ne pouvait ignorer la possibilité que quelqu'un ait délibérément placé la tasse empoisonnée sur son chemin. Dolly Bantry, qui s'était précipitée dans le hall en apprenant la nouvelle, était hors d'elle. « Je le savais, Jane », s'exclama-t-elle à Miss Marple, qui se tenait silencieusement à l'arrière-plan. « Je savais que cette pauvre enfant ne pouvait être coupable. Et maintenant, cela prouve que quelqu'un veut vraiment faire du mal. D'abord mon éponge, maintenant le thé d'Edith. C'est monstrueux. » Miss Marple contemplait pensivement la coupe renversée. « Monstrueuse, Dolly, et curieuse. Celui qui avait placé cette coupe devrait savoir qu'Edith serait celle qui la boirait, ce qui suggère qu'il connaissait ses habitudes ou souhaitait faire croire au village qu'elle était la victime désignée. » Dolly frissonna. « Tu donnes l'impression que c'est de pire en pire. » Mais Miss Marple ne répondit pas. Elle pensait aux fragments de cartes, au carnet disparu, et maintenant au thé empoisonné. Chaque acte avait été délibéré, soigneusement choisi pour paraître à la fois menaçant et déroutant. C'était, pensa-t-elle, l'œuvre de quelqu'un qui comprenait avec quelle rapidité la suspicion pouvait être guidée dans un petit village. Quelqu'un qui jouait non seulement avec les armes, mais aussi avec les apparences, la réputation et la peur. Plus tard dans la journée, Griselda Clément se rend au cottage de Miss Marple, les joues rouges d'avoir couru. « Jane, tu dois savoir ce que raconte le village. La moitié d'entre eux croient qu'Edith a tenté de se suicider. Mais je n'arrive pas à y croire. Elle est timide, certes, mais elle n'est pas désespérée. Je l'ai vue effrayée, pas désespérée. » Miss Marple hocha la tête. « Tout à fait. La différence est importante. Les gens effrayés s'accrochent à la vie. Seuls ceux qui désespèrent profondément tenteraient d'y mettre fin. Edith garde espoir, même si elle l'ignore. » Griselda se pencha en avant. « Ça veut dire que quelqu'un a essayé de la tuer. Mais qui oserait? À St. Mary Mead, de tous les endroits. » Miss Marple sourit faiblement. « Ma chère, on boit beaucoup dans les villages. Le monde nous considère comme tranquilles et en sécurité. Mais là où il y a des haies et des chaumières, il y a aussi des jalousies, des secrets et des défauts bien humains. Il suffit d'y regarder de plus près. » Pendant ce temps, l'inspecteur Slack tentait de recouvrer son autorité. Il déclara haut et fort à l'auberge que l'empoisonnement était peut-être une tentative maladroite d'Edith elle-même, destinée à détourner les soupçons. Mais les villageois n'étaient à rien plus aussi disposés à l'accepter. Le courant des rumeurs avait changé. Madame Price Ridley remarqua qu'Edith n'avait ni l'esprit ni le courage nécessaires à une telle ruse. Monsieur Finch suggéra sombrement que le carnet disparu de l'épicier contenait peut-être des recettes de poissons, aussi bien que de desserts. Et Dolly Bantry, toujours prête à laisser passer une occasion, proclama que la carte, l'épingle à chapeau et le poison indiquent tous une seule conclusion. Quelqu'un dans ce village veut nous éliminer, Jane. C'est la pure vérité. Miss Marple, sirotant son thé, murmura doucement. Peut-être pas nous, Dolly, mais quelqu'un, certainement. Ce soir-là, tandis que la pluie tapait légèrement à sa fenêtre, Miss Marple posa son tricot et examina le modèle jusque-là. Une fiche de recette disparue, un message menaçant, une arme dissimulée, et maintenant une tasse empoisonnée. Il n'était plus possible de parler de coïncidence. Ils formèrent une chaîne, et dans de telles chaînes, la main qui relie chaque pièce finit par apparaître. Mais qui avait l'audace d'immiscer la peur dans la vie du village, et quel secret craignant de voir découvert? Elle laissa ses pensées dériver vers les visages qu'elle avait observés avec tant d'attention. La fierté dans les yeux de Madame Price Ridley, la nervosité dans les mains de M. Harlow, l'innocence blessée d'Edith Swan, et elle savait que la réponse se cachait parmi eux. La difficulté résidait dans l'attente du moment propice pour la révéler. Pour l'instant, le village dormait dans un sommeil agité. Les soupçons s'agrandissent de jour en jour. L'affaire de la dernière fiche de recette n'était plus seulement une affaire de ragot. Elle était devenue mortelle, et Miss Marple savait qu'avant la fin, la vérité se révélerait encore plus dangereuse. La tentative d'empoisonnement d'Edith Swan avait déstabilisé même les villageois les plus sceptiques. Pendant les jours qui suivent, les ruelles tranquilles de St. Mary Mead semblèrent empreintes d'inquiétude. Les rideaux tremblaient plus fréquemment, et les voix dans les boutiques se faisaient plus étouffées lorsque le sujet était abordé. Un sentiment de menace persistait comme un brouillard, s'accrochant même aux conversations les plus ordinaires. Et si l'inspecteur Slack continuait à débiter ses théories,
ce fut Miss Marple qui, discrètement, commença à mettre en œuvre son propre test. Elle avait compris depuis longtemps que la culpabilité ne se révélait pas dans les aveux, mais dans les plus infimes réactions. Un regard trop rapide, une parole trop acerbe, un silence trop délibéré, telles étaient les trahisons de la conscience. Miss Marple résolut donc de remuer le voile juste assez pour que la main coupable se révèle. Elle le ferait non pas par des accusations, mais par une observation douce, car elle savait que la nature humaine, même légèrement sollicitée, ne pouvait résister à l'envie de se dévoiler. Sa première occasion se présenta au presbytère, où Edith se remettait lentement. Griselda Clément avait organisé un thé tranquille pour quelques dames de l'Institut, insistant sur la nécessité de rétablir la normalité. Madame Price Ridley arriva avec son air habituel de désapprobation, tandis que Dolly Bantry voltigeait avec une joie exagérée, déterminée à protéger Edith de tout nouveau désarroi. M. Jasper Harlow apparut, quelque peu réticent, apportant une corbeille de fruits en signe de bonne volonté. Miss Marple, assise près du feu avec son tricot, était la présence la plus discrète de la pièce, bien que rien ne lui échappait. La conversation, comme Miss Marple l'avait prévu, dériva bientôt vers l'affaire des fiches de recettes. Dolly ne put s'empêcher de raconter une fois de plus comment l'épingle à chapeau avait été découverte dans son éponge. Madame Price Ridley renifla, estimant qu'il était grand temps que la police intervienne. M. Harlow resta presque silencieux, bien que ses mains se crispent autour de sa tasse de thé. Edith, pâle et silencieuse, écoutait les yeux écarquillés. C'est alors que Miss Marple passa à l'action. D'un air de vieille dame distraite, dit-elle, « Je suis tombée l'autre jour sur une chose des plus curieuses, un fragment déchiré d'une fiche de recette avec le mot beurre encore dessus. Ce fut une véritable surprise. J'ai d'abord pensé que c'était celui de Dolly, puis je me suis demandé de quelle main il s'agissait. L'écriture, vous savez, est une chose tellement personnelle, si facile à reconnaître pour peu qu'on l'ait vue assez souvent. Elle ne regarda personne directement en parlant, mais ce n'était pas nécessaire. Elle vit Madame Price Ridley se raidir, les lèvres pincées. Elle vit Dolly regarder tour à tour, impatiente d'entendre une réaction. Le plus révélateur, c'est qu'elle vit la main de M. Harlow trembler légèrement, faisant vibrer sa tasse de thé contre la soucoupe. Edith le remarqua aussi, car son regard se porta sur lui avant de détourner rapidement les yeux. Miss Marple continue d'un ton doux. « Je suppose que l'inspecteur voudra examiner l'écriture de près. Il est étonnant de voir comment le plus petit bout de papier peut révéler les plus grands secrets. » Elle reprit son tricot, comme si l'affaire n'avait aucune importance, mais le silence qui suivit était lourd de tensions inexprimées. Plus tard, lorsque la réunion se dispersa, Dolly attrapa Miss Marple par le bras. « Jane, espèce de ruse, tu as fait exprès. As-tu vu le visage de Price Ridley et les mains de M. Harlow? J'ai cru qu'il allait lâcher sa tasse. » Miss Marple se contenta de sourire, bien que son regard fût pensif. « On en dit souvent plus en silence qu'avec des mots, Dolly. C'est une question d'observation, c'est tout. » Son deuxième test eut lieu 2 jours plus tard, lors de la réunion de suivi de l'Institut. L'inspecteur Slack avait insisté pour y assister, déterminé à montrer qu'il était toujours maître de l'enquête. Les dames se rassemblèrent de nouveau dans la salle paroissiale, la voix basse, les regards méfiants. Mademoiselle Marple, qui n'avait aucun rôle officiel, était assise tranquillement dans un coin, tricotant sur ses genoux. Lorsque les affaires de la réunion s'attardèrent, elle prend la parole avec douceur. Je me demande si quelqu'un ici a pensé que l'épingle à chapeau n'était pas destinée à être retrouvée. Il me semble qu'elle visait à causer un véritable préjudice, et non une simple méchanceté. On ne peut pas prendre une telle chose à la légère. Les mots tombèrent dans la pièce comme une pierre dans l'eau. Dolly murmura son accord. Madame Hartnell parut choquée, et Madame Price Ridley pinça les lèvres. M. Harlow, qui livrait des provisions dans le hall, s'arrêta à portée de voix. Les yeux de Mademoiselle Marple, immobiles, captent la fugace expression de peur qui traverse son visage. Il la masque rapidement, mais pas assez vite. Sa mauvaise conscience, songea Mademoiselle Marple, ne pouvait rester cachée éternellement. Ce soir-là, assise près du feu, elle réfléchissait à ce qu'elle avait vu. Les mains nerveuses de M. Harlow, sa peur passagère, sa réticence à parler. Tout cela indiquait un secret qu'il souhaitait désespérément dissimuler. Mais était-ce le secret de la culpabilité, ou simplement celui d'un passé qu'il ne souhaitait pas révéler? Madame Price Ridley, elle aussi, avait montré des signes de malaise. Sa langue acérée et son orgueil rigide pouvaient y masquer bien des choses, mais la peur était plus difficile à dissimuler.
Et Edith, la pauvre enfant, restait prise au centre de tout cela, plus victime que coupable. Miss Marple savait qu'elle se rapprochait de la vérité. Le motif se formait, pièce par pièce, comme les mailles minutieuses de son tricot. Mais un dernier fil était nécessaire, une dernière réaction qui révélerait la main derrière la fiche de recette finale. Elle se prépara donc à attendre patiemment comme toujours, le moment où la nature humaine, inconsciente et irréfléchie, lui apporterait la réponse qu'elle cherchait. Dehors, le village retrouva son calme trompeur. Les lampes brillaient chaleureusement aux fenêtres des chaumières, et l'air embaumait une légère odeur de feuilles d'automne. Pourtant, sous ce calme, une tension plus sombre couvait. Quelque part à St. Mary Mead, quelqu'un portait le poids de la culpabilité, et Miss Marple était certaine que cette culpabilité commençait déjà à se faire sentir. Le calme précaire de St. Mary Mead ne dura pas longtemps. Miss Marple avait suffisamment observé la nature humaine pour savoir qu'une fois la suspicion installée sur un village, elle ne restait jamais silencieuse. Elle se propageait, se déplaçant de maison en maison, s'attachant à une personne aujourd'hui et à une autre demain. Et tandis que les feuilles d'automne s'accumulent dans les haies, les ombres de la méfiance s'accumulent sur la petite communauté. L'inspecteur Slack, impatienté par l'absence de progrès, annonça un matin qu'il était prêt à porter plainte contre Edith Swan. On l'a trouvé avec la coupe empoisonnée, insista-t-il au sanglier bleu, assez fort pour que la moitié du village l'entende. Elle manipule les fiches de recettes. Elle en avait largement l'occasion. Ça me suffit. Ces paroles étaient empreintes d'autorité, et plusieurs villageois acquiescèrent. D'autres, pourtant, secouèrent la tête, inquiets. Après tout, Edith avait failli mourir elle-même. Aurait-elle vraiment risqué sa vie pour échapper aux soupçons? Miss Marple apprit la déclaration de Slack par Dolly Bantry, qui se précipita à son cottage pleine d'indignation. « Jane, il ne peut pas être sérieux. Cette pauvre enfant accusée de tentative de meurtre, alors qu'elle est à peine rétablie. C'est monstrueux. » Les joues de Dolly étaient rouges, d'une colère justifiée. « Tu dois faire quelque chose. Tu dois parler à Melchett. Il t'écoute plus que Slack. » Miss Marple, toujours aussi calme, sert une tasse de thé à Dolly. « Je parlerai quand le moment sera venu, Dolly. » Mais il ne faut pas oublier que le coupable compte précisément sur cette confusion. Il souhaite que les soupçons se portent sur la cible la plus simple, et Slack l'y oblige. Pourtant, la vérité n'est pas si facile à cacher. Pendant ce temps, les dames de l'Institut poursuivaient leur querelle avec une vigueur renouvelée. Madame Price Ridley accusait ouvertement Dolly Bantry d'avoir exagéré le danger pour attirer l'attention. Dolly, vexée, rétorqua que c'étaient les propos acerbes et les regards encore plus perçants de Madame Price Ridley qui avaient provoqué la moitié des ennuis. Les autres tentèrent d'intervenir, mais la réunion se transforme en échange houleux, chacune plus soucieuse de défendre sa réputation que de découvrir la vérité. Mademoiselle Marple, assise dans son coin tranquille, tricotait avec assurance et écoutait. Les mots eux-mêmes importaient moins que les tons, les expressions, les émotions trahies qui vacillaient et s'évanouissaient trop vite pour que la plupart puissent les remarquer. Plus tard, Miss Marple rentre chez elle par la rue principale. Passant devant l'épicerie, elle s'arrêta à la fenêtre. À l'intérieur, M. Harlow empilait des boîtes avec une précision méthodique, mais son visage était tiré et ses épaules tendues. Lorsqu'il remarqua l'observation de Miss Marple, il força un sourire et alla ouvrir la porte. « Bonsoir, Miss Marple. Le village semble agité ces temps-ci. »« C'est vrai, répondit-elle avec douceur. Les villages agités en dînent souvent plus qu'ils ne le veulent, monsieur Harlow. Les gens parlent librement quand ils sont perturbés. » Elle laissa les mots en suspens, et pendant un instant, le regard de monsieur Harlow vacilla de malaise avant qu'il ne s'excuse et ne retourne à son travail. Mademoiselle Marple poursuit son chemin, satisfaite que sa douce sollicitation ait touché une corde sensible. Ce soir-là, Léonard Clément, le vicaire, rend visite à Miss Marple à son cottage. Il avait l'air grave. « Jane, je crains que cette affaire ne déchire le village. Edith est terrifiée. Griselda est affligée. Et la moitié de la paroisse semble prête à accuser l'autre moitié. Si cela continue, nous perdrons plus que notre tranquillité d'esprit, nous perdrons notre confiance mutuelle. » Miss Marple leva les yeux de son tricot. « Mon cher Léonard, la confiance est une chose fragile, mais ce n'est que dans les moments d'épreuve que sa véritable nature se révèle. Les êtres humains sont comme les plantes, on ne découvre leur force que lorsque la tempête arrive. N'ayez pas trop peur, la vérité a le don de s'affirmer, même dans les tempêtes les plus sombres. » Léonard soupira. Si seulement Slack voyait les choses ainsi, il est déterminé à continuer contre Edith.
Les yeux de Miss Marple pétillèrent faiblement. « Alors, nous devons nous assurer que Slack n'a pas d'autre choix que de voir les choses autrement. » Sa chance arriva plus tôt que prévu. Dès le lendemain, une petite découverte révélatrice fut faite. Edith, encore faible mais désireuse d'aider, rangeait un placard dans la salle paroissiale lorsqu'elle tomba sur une feuille pliée, cachée derrière une pile de recueils de cantiques. Effrayée par ce que cela pouvait être, elle la porta directement à Griselda, qui la porta à son tour à Miss Marple. C'était une autre fiche de recette, mais celle-ci ne portait aucun plat. À la place, écrit de la même écriture audacieuse que la fiche menaçante, 3 mots « Faites le silence maintenant ». Dolly Bantry a failli s'évanouir en le voyant. « Oh, Jane, c'est affreux. Cela prouve sans l'ombre d'un doute que quelqu'un est déterminé à se débarrasser d'Edith. Nous ne devons pas la perdre de vue. » Miss Marple examina la carte avec un vif intérêt. L'écriture, le choix du papier, son placement délibéré, tout cela concordait avec la menace précédente. Mais c'était aussi une négligence, trop de négligence. Celui qui avait caché la carte avait supposé qu'elle ne serait pas retrouvée, ou peut-être avait-il voulu qu'elle le soit plus tard. Quoi qu'il en soit, cela confirmait ce que Miss Marple soupçonnait depuis longtemps, l'attentat contre Edith n'était pas un accident. Il s'agissait d'un plan calculé. Ce soir-là, elle était assise seule dans sa chaumière, la lueur du feu dansant sur son visage pensif. Le schéma était presque complet maintenant. La fiche de recette, l'épingle à chapeau, la tasse empoisonnée, le mot caché, tout cela était lié par un seul fil, la main d'une personne qui croyait pouvoir diriger les soupçons où bon lui semblait. Pourtant, ils avaient négligé une vérité simple dans un village. Rien n'est jamais vraiment caché. Quelqu'un le remarque toujours, et Miss Marple en avait suffisamment remarqué. Elle murmura doucement. Le temps est venu où les fils doivent être resserrés. La nature humaine, lorsqu'on la met sous pression, révèle sa véritable nature, et très bientôt, je pense, la main coupable se révélera sans l'ombre d'un doute. Dehors, le village était silencieux sous le ciel d'automne, mais la paix était trompeuse. Le jour des comptes approchait, et Miss Marple, avec sa douce patience et son œil infaillible pour les recoins cachés du cœur humain, était prête à l'affronter. La découverte de la deuxième carte menaçante perturba le village tout entier, plus que tout ce qui avait précédé. Les rumeurs circulèrent avec une vigueur renouvelée, chaque histoire plus élaborée que la précédente. Certains affirmèrent qu'Edith Swan était la cible d'une vendetta impitoyable. D'autres murmurèrent que les menaces ne visaient non pas Edith, mais Dolly Bantry, dont le gâteau éponge avait été au cœur du premier incident. D'autres encore pensèrent que les cartes étaient une diversion destinée à détourner l'attention de la véritable victime. Personne ne pouvait l'affirmer avec certitude, et l'ignorance rongeait la paix de St. Mary Mead comme un ver dans une pomme. Le colonel Melchett, exaspéré, convoqua l'inspecteur Slack pour examiner l'affaire. Slack resta persuadé de la prétendue culpabilité d'Edith, mais le colonel en était moins certain. « La jeune fille a failli être tuée 2 fois, dit-il d'un ton sévère. Je ne peux pas concilier cela avec l'idée qu'elle soit la coupable. » Slack marmonna des ruses et des doubles bluffs, mais même lui semblait moins convaincu qu'avant. La deuxième carte l'avait ébranlé, même si son orgueil l'empêchait de l'admettre. Miss Marple, quant à elle, observait silencieusement le flot de suspicion. Elle avait déjà vu la main coupable trembler 1 ou 2 fois, et elle pressentait qu'un autre coup de coude pourrait la forcer à se dévoiler. Son plan n'était pas d'accuser, mais de laisser le coupable se dévoiler. C'était, pensa-t-elle, un peu comme attirer un oiseau hors du nuet. Il fallait avancer lentement, patiemment et sans menace, jusqu'à ce que la créature se révèle. L'occasion se présente lors d'une petite réunion dans le salon de Dolly Bantry. Dolly, incapable de résister à son amour du théâtre, insista pour recevoir les dames de l'Institut et quelques autres personnes afin de discuter de cette terrible affaire. Étaient présentes Madame Price Ridley, raide comme toujours, Madame Hartnell, débordante de curiosité nerveuse, Jasper Harlow, arrivé à contre-cœur, et Edith, pâle mais en convalescence, assise près du feu. Miss Marple était discrètement assise avec son tricot, ses aiguilles cliquetant doucement comme si toute cette affaire n'était qu'un bourdonnement de fond dans ses pensées. La conversation se déroula, comme Miss Marple l'avait prévu, dans un enchevêtrement d'accusations, de défenses et de bavardages nerveux. Dolly revivait la découverte de l'épingle à chapeau pour la 20e fois. Madame Price Ridley qualifiait les larmes d'Edith de théâtrales, et Madame Hartnell spéculait follement sur des complots. Pendant tout ce temps, M. Harlow restait silencieux, les mains jointes, les yeux rivés sur le tapis.
C'est alors que Miss Marple prend la parole, d'un ton doux, presque rêveur. « C'est curieux, dit-elle, comme la main trahit le cœur. Quand on écrit une carte, on laisse une trace de soi. Pas seulement les mots, mais la forme des lettres, l'inclinaison des lignes. On ne peut pas la dissimuler, pas vraiment. Même si on déchire la carte après coup, le plus petit fragment peut encore parler. » Sa remarque résonna dans la pièce avec une force silencieuse. Edith leva brusquement les yeux, Dolly cligna des yeux, et Madame Price Ridley pinça les lèvres. M. Harlow s'agita, mal à l'aise, sur sa chaise. Miss Marple continua comme si elle ne parlait qu'à elle-même. Et parfois, en essayant de cacher ce qu'on a écrit, on en révèle bien plus qu'on ne le souhaitait. Un bout de papier déchiré par-ci, un carnet manquant par-là, tout cela est très révélateur. Le silence qui suivit fut lourd de tension. Puis Madame Price Ridley le rompit par un rire rauque. « Vraiment, Miss Marple, vous avez des idées bien étranges. Nous parlons de choses sérieuses, pas de bouts de papier. »« En effet, Madame Price Ridley, » répondit sereinement Miss Marple, « les choses sérieuses se révèlent souvent par de minuscules fragments. C'est pourquoi il faut être attentif. » M. Harlow se leva brusquement, marmonnant quelque chose à propos d'une livraison anticipée, et s'excusa. Son départ laissa un murmure de spéculation dans son sillage. Dolly se tourna aussitôt vers Miss Marple. « Jane, tu l'as secoué. J'ai cru qu'il allait encore laisser tomber sa tasse de thé. Tu crois que c'est lui? Tu crois que l'épicier est derrière tout ça ?» Miss Marple secoua doucement la tête. « Il ne faut pas tirer de conclusion. Hâtive, Dolly. Mais il faut être vigilant. Les gens se montrent lorsqu'on les presse légèrement. » Ce soir-là, rentrant chez elle sous un ciel zébré d'une lumière déclinante, Miss Marple repassa dans sa tête les événements de l'après-midi. Elle avait vu les réactions qu'elle attendait, chacune aussi révélatrice que de l'encre sur du papier. L'innocence d'Edith transparaissait à travers ses yeux écarquillés de peur. L'indignation de Dolly n'était que fanfaronnade, sans fondement. La nervosité de M. Harlow était sincère, même si l'on ignorait si c'était dû à la culpabilité ou à un autre secret. Et le rire sec de Madame Price Ridley avait été un peu trop vif, son rejet un peu trop rapide. On aurait dit qu'elle craignait l'écriture plus qu'elle ne voulait l'admettre. Miss Marple s'arrêta devant le portail de son jardin, contemplant les roses qui fanent avec la saison. « La nature humaine ressemble beaucoup à un jardin, » murmura-t-elle. De loin, il paraît soigné, mais en y regardant de plus près, on distingue les mauvaises herbes parmi les fleurs, et certaines, si on ne les arrête pas, peuvent étouffer toutes les autres. À l'intérieur, elle posa son tricot et reprit ses notes. Elle nota les fragments qu'elle avait rassemblés, la fiche de recette manquante de Dolly, les mots menaçants, l'épingle à chapeau, la tasse empoisonnée, la deuxième fiche, le carnet manquant. Chaque morceau était une maille dans le tissu de la vérité, et le motif était maintenant presque achevé. Il ne restait plus qu'une dernière épreuve, une ultime chance pour les coupables de se trahir. Et lorsque ce moment viendrait, Miss Marple était certaine d'être prête. Le village, malgré tous ses ragots et conjectures, n'en avait pas encore fini avec l'affaire. L'étau se resserrait, et bientôt la vérité, longtemps cachée sous des couches de peur et de rivalité, serait révélée. Pour l'instant, cependant, St. Mary Mead baignait dans un calme précaire, ses chaumières luisant doucement sous le ciel du soir, tandis que dans une petite maison, une vieille dame se préparait calmement à la confrontation à venir. Le colonel Melchett, pressé de toutes parts par le malaise croissant du village, accepta finalement une dernière réunion à la salle paroissiale. L'inspecteur Slack, bien que réticent, y consentit également, car la tension grandissante menaçait de submerger son autorité si rien n'était fait. Mademoiselle Marple, avec son calme et sa modestie, suggéra de réunir les principaux protagonistes de l'affaire, afin de dénouer le chaos. Après tout, personne ne songea à remettre sa suggestion en question, elle n'était qu'une vieille dame bienveillante qui aimait tricoter. Mais en vérité, Mademoiselle Marple savait que le moment était venu de rassembler les fils et de les observer former le modèle qu'elle soupçonnait depuis longtemps. Par une soirée humide, le hall était à nouveau éclairé, son parquet luisant sous la lumière des lampadaires. Dolly Bantry entra la première, les joues roses d'impatience. Madame Price Ridley la suivit, le menton haut, telle une dame de compagnie profondément blessée. Monsieur Jasper Harlow entra à contre-cœur, le regard fuyant comme pour s'échapper, tandis qu'Edith Swann, pâle et tremblante, était conduite par Griselda Clément, qui refusait de laisser la servante affronter les événements seule. L'inspecteur Slack se tenait devant, carnet à la main, tandis que le colonel Melchett présidait avec un calme grave. Et au fond, assise, son sac à tricot sur les genoux, se tenait Miss Marple, toujours aussi calme, le regard doux mais pénétrant.
La salle retient son souffle au début de Slack. Mesdames et messieurs, nous sommes ici à cause des événements qui ont perturbé ce village. Un gâteau trafiqué, une carte menaçante, une tasse empoisonnée, et maintenant, un autre message. Il est de mon devoir de conclure. Il s'éclaircit la gorge. Je reste convaincu qu'Edith Swan porte une responsabilité. Mais comme certains ne sont pas d'accord, je permettrai que des observations soient formulées avant toute action. Dolly Bantry se leva aussitôt, indignée. Il est scandaleux de suggérer que la pauvre Edith puisse être responsable. Elle a failli perdre la vie. Personne, en la voyant ce matin-là, n'aurait pu croire qu'elle s'empoisonnait. Madame Price Ridley ricana bruyamment, faisant remarquer que les domestiques étaient souvent plus rusés qu'ils n'y paraissaient. Monsieur Harlow marmonna quelque chose d'inaudible, le visage pâle. Les murmures s'intensifièrent jusqu'à ce que le colonel Melchett lève la main pour demander le silence. « Écoutons, Miss Marple, dit-il gravement. Elle a écouté plus attentivement que n'importe lequel d'entre nous. » Miss Marple sourit faiblement, ses aiguilles cliquetant tandis qu'elle parlait. « C'est très simple en réalité. Au premier abord, on pourrait croire Edith coupable, car elle était près des cartes et de la coupe empoisonnée. Mais son innocence transparaît dans sa constance et dans sa peur. La peur, voyez-vous, n'est pas synonyme de culpabilité. Une personne coupable fait souvent preuve d'assurance, parfois même d'indignation. La peur est la marque de celui qui a été pris pour cible, pas de celui qui complote. Les yeux d'Edith s'emplirent always de larmes, tandis que Dolly lui caressait la main. Miss Marple poursuit doucement. Le fragment déchiré de la carte de Dolly était le premier indice. Pourquoi déchirer une carte si l'écriture n'était pas reconnaissable? Quelqu'un craignait de trahir sa propre main. Plus tard, Edith se souvint d'avoir vu M. Harlow écrire dans le couloir. C'était très significatif. Et puis il y avait le carnet manquant, un objet dangereux, car il pouvait contenir des preuves. Tous les regards se tournèrent vers M. Harlow, qui rougit profondément. « Je vous l'avais dit, c'étaient des ordres de bourse, dit-il d'une voix rauque. Rien de plus. Miss Marple inclina la tête. En effet, Monsieur Harlow, et je vous crois. Votre nervosité ne vient pas d'un sentiment de culpabilité, mais d'un chagrin passé que vous souhaitez garder secret. Pourtant, la main qui a écrit ces cartes, qui cherchait à nous tromper tous, n'était pas la vôtre. » Elle marque une pause, son regard se portant sur Madame Price Ridley. C'était la vôtre. Un murmure de surprise emplit la salle. Madame Price Ridley se raidit, le visage pâle. « Le mien? Comment osez-vous? Je me suis toujours conduit avec la plus grande bienséance. » La voix de Miss Marple reste calme. La bienséance peut cacher bien des choses. Vous étiez souvent acerbe avec Dolly, irrité par sa fierté pour son éponge. Vous parliez avec force de la culpabilité d'Edith, comme le font souvent ceux qui cherchent à détourner les soupçons. Et quand j'ai mentionné l'écriture, vous avez ri trop vite, trop sèchement, par peur d'être reconnu. Vous seul avez eu l'occasion et l'audace de planter l'épingle à chapeau, de replacer la carte et d'empoisonner la tasse. Chaque acte n'était pas aléatoire, mais calculé, destiné à jeter le soupçon sur l'innocent. Slack bafouillait en feuilletant son carnet. Mais quel motif pouvait-elle bien avoir? Miss Marple joignit soigneusement les mains, un motif tout à fait en phase avec la vie du village. Ressentiment, fierté, désir d'humilier un rival. Peut-être aussi la peur d'être éclipsée. Madame Price Ridley a longtemps cherché à être considérée comme un modèle de vertu, mais son gâteau aux fruits n'avait que peu de chance face au gâteau de Dolly. Une petite affaire, pourrait-on dire, mais les petites choses peuvent dégénérer en rancune dangereuse, et quand l'esprit se tourne vers la malice, même une fiche de recette peut devenir une arme. Madame Price Ridley ouvrit la bouche pour protester, mais ses mots vacillaient. Son sang-froid se brisa, son visage se tordit de fureur. Cette femme, siffla-t-elle en désignant Dolly, nous domine depuis des années avec ses ragots et ses prétentions. Toujours à se vanter, toujours en quête d'attention. Il fallait qu'on lui montre sa place. Quant à la servante, elle en voyait trop. Elle m'aurait trahi. Sa voix s'éleva d'un ton strident. C'était la justice. Voilà ce que c'était. L'aveu flottait dans l'air, choquant par sa malice flagrante. Le visage du colonel Melchett se durcit. « Ça suffit, Madame Price Ridley. Vous en avez assez dit. » Il fit signe à Slack qui, toujours bouche bée, s'approcha pour l'arrêter. Dolly, pâle et secouée, se pencha vers Miss Marple. « Jane, je n'arrive pas à y croire. Autour d'un gâteau éponge. » Miss Marple lui tapota la main. « Ma chère Dolly, la nature humaine se révèle souvent dans des broutilles. L'orgueil et l'envie sont aussi dangereux que n'importe quelle arme, une fois qu'on les laisse se développer sans contrôle.
Tandis que Madame Price Ridley était emmenée, le silence régnait dans la salle, les villageois stupéfaits par la révélation. Ce fut Miss Marple, sereine et posée, qui rompit enfin le silence. Ne nous attardons pas trop sur l'obscurité, mais rappelons-nous que même dans les villages les plus calmes, le mal peut s'infiltrer si l'on n'y prête aucune attention. Et pourtant, ajouta-t-elle doucement, la vérité peut aussi s'y introduire, si l'on prend le temps d'observer. Le rassemblement se dispersa lentement, chacun emportant avec lui un mélange de choc et de soulagement. St. Mary Mead retrouverait son calme avec le temps, mais jamais sans se souvenir de la leçon de la dernière fiche de recette. Et Miss Marple, son tricot à la main, rentra chez elle sous le ciel d'automne, réfléchissant avec sa douce sagesse habituelle aux voies curieuses et souvent périlleuses de la nature humaine. Le lendemain de la confession dramatique de Madame Price Ridley, St. Mary Mead avait l'air d'un lieu en train de se réinstaller. Le soleil brillait d'une luminosité trompeuse, les haies luisaient de rosée, et les bruits familiers de la vie quotidienne faisaient écho au fracas de la charrette du laitier, au bavardage des enfants en route pour l'école et au son mesuré de la cloche de l'église. Pourtant, sous cette routine, persistait un malaise discret, comme si le village tout entier s'était réveillé d'un rêve troublant. Au Blue Boar, les discussions habituelles sur les récoltes et la météo cédèrent la place à des remarques modérées sur l'arrestation. Les hommes secouèrent gravement la tête, étonnés que Madame Price Ridley, entre toutes, se soit montrée capable de malveillance. Elle disait toujours qu'elle était une tartare, murmuration, mais n'aurait jamais imaginé qu'elle irait jusqu'au poison. D'autres avouèrent leur soulagement que le mystère soit enfin résolu, même si aucun ne pouvait nier un léger sentiment de honte. Après tout, ils avaient été prompts à accuser Edith Swann, et maintenant ils se retrouvaient attristés par le rappel de la facilité avec laquelle l'innocence pouvait être confondue avec la culpabilité. Pour Edith elle-même, les preuves avaient laissé des traces. Bien qu'elle se remettait, elle accomplissait ses tâches avec calme, les yeux baissés, la voix plus douce qu'auparavant. Griselda Clément la prit à part un après-midi, la rassurant qu'elle n'avait plus rien à craindre. Edith parvint à sourire, mais une ombre persista dans son expression. Elle avait appris, comme peu de personnes si jeunes, à quelle vitesse la suspicion pouvait anéantir l'esprit d'une personne. Pourtant, elle était confortée par la gentillesse de ceux qui prenaient désormais sa défense, désireux d'expier leurs doutes. Dolly Bantry, quant à elle, était dans son élément, quoique bouleversée. Elle raconta toute l'affaire à qui voulait l'entendre, enjolivant certains détails d'un artifice dramatique. « Je vous le dis, annonça-t-elle, elle, autour d'un thé avec Griselda, c'est Jane qui a tout vu, depuis le début. Je n'aurais jamais dû douter d'elle. Quel regard, quelle compréhension de la faiblesse humaine. J'étais certaine que c'était Edith au début, et je ne me pardonnerai jamais d'avoir si mal jugé cette jeune fille. » Dolly s'essuya les yeux avec un mouchoir en dentelle, et dire que Jane était assise là, à tricoter, alors qu'elle voyait la vérité depuis le début. Griselda sourit avec indulgence, sachant pertinemment que l'admiration de Dolly était sincère, même si sa version des faits changeait à chaque récit. L'inspecteur Slack était moins enclin à aborder le sujet. Il avait été publiquement embarrassé par la discrétion avec laquelle Mademoiselle Marple avait démêlé son affaire, et bien que le colonel Melchett n'ait exprimé que de la gratitude pour la perspicacité de la vieille dame, Slack soignait son orgueil blessé. Au village, cependant, peu de gens étaient surpris. On savait depuis longtemps que le regard doux de Miss Marple ne manquait de rien, et que ses questions innocentes touchaient souvent plus directement le cœur du problème que ne le feraient les enquêtes officielles. Quant à M. Jasper Harlow, l'épicier, il affichait une réserve nouvelle. Les rumeurs sur son implication supposée l'avaient lourdement pesé, et bien qu'il fût justifié, l'expérience le laissait méfiant. Il exprima néanmoins sa gratitude à Miss Marple à sa manière, discrètement. Lorsqu'elle passa à sa boutique un matin, il glissa une livre de sucre supplémentaire dans son colis en murmurant « Pour votre gentillesse, Miss Marple, je ne l'oublierai pas. » Elle le remercia d'un petit sourire, comprenant que la gratitude ne s'exprimait pas toujours par des mots. Ce soir-là, le presbytère organisa une petite réunion, non pas pour enquêter ou soupçonner, mais pour apaiser les tensions. Clément, Dolly Bantry et quelques autres se réunirent Perros pour prendre le thé et discuter tranquillement. Edith versa d'une main ferme, tandis que Dolly racontait une fois de plus sa version des faits, cette fois en insistant davantage sur le danger qu'elle avait frôlé. Miss Marple écouta avec indulgence, sans apporter de correction. Elle savait que les récits de Dolly, bien que enjolivés, avaient un but. Ils permettaient au village de digérer ce qui s'était passé, de transformer la peur en récit et, ce faisant,
de retrouver un semblant de normalité. Alors que la soirée touchait à sa fin, Léonard Clément se tourna vers Miss Marple. « Vous nous avez rendu un grand service, Jane. Sans votre observation patiente, la vérité n'aurait peut-être jamais été connue. Mais je ne peux m'empêcher d'être attristé. Qu'une telle malveillance puisse naître d'un événement aussi insignifiant qu'un concours de génoises est inquiétant. » Les yeux de Miss Marple pétillèrent légèrement tandis qu'elle posait son tricot. « Mon cher Léonard, la nature humaine est comme le jardin devant ta fenêtre. La plupart des plantes poussent, inoffensives, certaines utiles, mais il y a toujours des mauvaises herbes. Laissée sans surveillance, même la plus petite peut étouffer la plus belle fleur. L'orgueil, l'envie, le ressentiment, ce sont les mauvaises herbes du cœur. Si on ne les arrache pas, elles poussent jusqu'à tout submerger. » La salle se tut à ces mots, car chacun en ressentait la vérité. Finalement, Griselda dit doucement « Et pourtant, Jane, tu ne sembles jamais surprise. » Miss Marple sourit, une douce courbe de lèvres qui exprimait à la fois bonté et connaissance. « Surprise ? Non, ma chère. Attristée parfois, mais pas surprise, car j'ai trop souvent constaté que le mal se manifeste rarement par de grands gestes. Il s'insinue discrètement, caché parmi l'ordinaire, jusqu'à ce qu'il se fasse enfin connaître. » Lorsque le rassemblement se dispersa, Miss Marple rentra chez elle sous le ciel étoilé. Les chaumières de St. Mary Mead brillaient chaleureusement, leurs fenêtres éclairées comme des lanternes dans l'obscurité. Déjà, le village reprenait ses esprits, rythmiques. Les ragots se teintèrent désormais de soulagement, la suspicion cédant la place à la curiosité, et la vie quotidienne reprenait son cours habituel. Pourtant, Miss Marple savait que sous le calme apparent, le souvenir des événements récents persiste, rappelant que même les lieux les plus paisibles recèlent des ombres. Dans son chalet, elle posa son tricot et regarda une fois de plus le petit morceau de carton qu'elle avait conservé. Beurre, y lisait-on encore, un seul mot qui avait amorcé le dénouement de l'orgueil, de l'envie et de la violence. Elle le rangea délicatement dans un tiroir, puis éteignit sa lampe. Sainte Mary Mead allait se réveiller dans une autre journée ordinaire. Mais Miss Marple, sage et vigilante, savait que les jours ordinaires n'étaient pas des jours ordinaires jamais aussi simples qu'ils le paraissaient, car dans la routine tranquille de la vie villageoise résidaient toutes les passions du cœur humain, attendant, comme toujours, d'être observées.